Bonjour à tous, nous sommes le 27 avril 2024 et nous sommes à Pékin devant la représentation des Nations Unies. Vous voyez le petit drapeau bleu derrière moi, au bord de la rivière Liangma, ce magnifique endroit où les Pékinois se promènent le week-end en plein cœur de Pékin, un endroit très vert, quartier des ambassades. Et aujourd'hui, nous sommes devant la représentation des Nations Unies parce qu'on va parler des Nations Unies. Hier, le représentant de la Chine auprès des Nations Unies a déposé une demande d'enquête officielle sur le sabotage de Nord Stream. On se rappelle qu'il y a un an exactement, cette demande qui avait été faite par la Russie avait été rejetée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et un an plus tard, donc, la Chine refait cette demande pour enquêter sur ce qui semble être du sabotage d'État, du terrorisme d'État. Or, il faut savoir que les pays concernés, principalement le Danemark, puisque cela s'est passé dans ses eaux territoriales, et l'Allemagne, ont soit enterré l'enquête avant qu'elle puisse produire des conclusions, dans le cas du Danemark, soit n'ont pas demandé à ce qu'une enquête soit faite, alors que Nord Stream est une infrastructure qui appartient à l'Allemagne et à la Russie, et qu'une attaque sur des infrastructures est un acte de guerre. Donc c'est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. La Chine fait cette demande, c'est important parce que le résultat de cette demande va être important. Et on peut l'anticiper comme ça, si c'est refusé à nouveau par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et pour cela il suffit d'un veto américain ou anglais, cela veut dire qu'il y a une vraie crise de légitimité des Nations Unies. Puisqu'on voit sur la question palestinienne notamment que Israël a ignoré et donc violé plus d'une soixantaine de résolutions qui l'enjoignait à cesser sa colonisation de la Palestine. Ça a été constamment ignoré, y compris lorsque ces résolutions sont du Conseil de sécurité, viennent du Conseil de sécurité, comme c'est le cas de la dernière résolution 27-28 du Conseil de sécurité qui exhorte, qui exige des parties prenantes de cesser les combats et de permettre le déploiement d'une force humanitaire. Or, on voit que Israël n'a pas appliqué cette résolution. Or, une résolution du Conseil de sécurité est de nature légalement contraignante. Alors, on peut jouer sur les mots. Est-ce que c'est le vocabulaire de la résolution qui exhorte un pays à cesser le combat? Dans quel cas c'est un vocabulaire, on va dire, qui est non contraignant? Ou est-ce que c'est une résolution qui exige l'arrêt des combats, ce qui est le cas de la résolution 27-28. Et dans ce cas-là, si le pays refuse de se conformer à la résolution, il y a deux possibilités pour les Nations Unies, qui sont dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, articles 41 et 42. L'article 41 prévoit des sanctions contre l'État qui refuse de se plier à la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Donc des sanctions et possiblement l'interruption de relations diplomatiques avec cet État-là. Ou alors il y a l'article 42 qui prévoit le déploiement d'une force militaire pour faire appliquer la résolution des Nations Unies. On voit très bien que les Nations Unies n'ont pas jugé nécessaire de faire appliquer cette résolution, ni par l'article 41, ni par l'article 42. Et donc on se pose la question de la légitimité et l'utilité en fait de ces Nations Unies, puisque aussi bien sur la question palestinienne qui dure depuis 80 ans, que sur la question de Nord Stream, qui est du terrorisme d'État, une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom, on va dire que les Nations Unies ont soit les mains liées, soit sont aux ordres d'intérêts dont nous ignorons tout. Alors, on se retrouve un petit peu dans une crise équivalente à la crise de la Société des Nations, qui avait donc été dissoute et qui a été remplacée quelques années plus tard par les Nations Unies. Et on peut imaginer qu'on est dans un moment historique similaire, c'est quelque chose qui est mentionné régulièrement dans des articles, dans des conversations
Je me rappelle notamment d'un article de l'ancien ambassadeur de Chine en Ukraine, un article qu'il a écrit une fois qu'il est parti à la retraite, et il expliquait, il anticipait une possible exclusion de la Russie des Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Donc il prévoyait un isolement grandissant de la Russie. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait envisageable, parce que les États-Unis ont démontré à plusieurs reprises qu'ils ne tenaient pas en grande estime les organisations internationales, et qu'elles étaient utiles, que si elles étaient utiles aux objectifs des États-Unis, elles étaient respectées et les États-Unis restaient dans l'organisation. Si les décisions de ces organisations n'étaient pas dans les intérêts des États-Unis n'hésitaient pas à les quitter momentanément ou de façon permanente. Donc on peut imaginer, devant l'impossibilité de l'administration américaine à tordre le bras à la Chine pour qu'elle cesse son partenariat stratégique avec la Russie, notamment sur la question ukrainienne. On a vu Anthony Blinken qui était là hier et qui, à peine sorti de sa réunion avec Xi Jinping, donc encore sur le territoire chinois, s'est permis de menacer la Chine à nouveau de sanctions économiques si elle ne cessait pas sa politique, on va dire, de soutien à la Russie. On peut très bien imaginer que cela va monter, on va dire, ça va être monté en épingle par les États-Unis pour justifier une intervention aux Nations Unies pour sanctionner la Chine, sanctionner la Russie et possiblement mener à une expulsion de la Russie. On ne sait pas ce que fera la Chine si la Russie on va dire, est exclue des Nations Unies. Est-ce que c'est possible? La Charte des Nations Unies ne le permet pas. Ce cas de figure n'est pas envisagé, mais on fait confiance à l'hégémon anglo-américain pour avoir recours à toutes sortes de petits coups bas pour forcer la main aux autres membres des Nations Unies pour aller dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un scénario qui peut paraître un petit peu, on va dire, catastrophiste et peut-être un petit peu prématuré, mais des conversations que j'ai ici à Pékin et avec d'autres personnes dans des grandes villes chinoises, des diplomates, on peut imaginer ce scénario. Il n'est pas absurde. Il faut garder ça à l'esprit et voir que on pourrait se retrouver d'ici quelques mois ou quelques années dans une situation où il n'y a plus de Nations Unies et on ne sait pas vers quel schéma se dirigera le monde. Est-ce que ce sera vers un monde vraiment à nouveau une nouvelle guerre froide dans laquelle les États du Sud global se réorganiseront avec leurs propres organisations internationales, notamment on pense aux BRICS qui ont déjà une dizaine de membres, qui sont des membres majeurs, des pays majeurs. On peut penser à l'organisation de coopération de Shanghai, qui réunit de plus en plus de pays, on va dire, eurasiens, qui pourraient tout à fait concurrencer à un niveau régional des Nations Unies déficientes et qui ne sont plus capables de faire appliquer leurs propres décisions. Voilà, donc écoutez, c'est une conversation que j'ouvre. On verra où est-ce que ça mène. J'essaierai de mettre dans la description de la vidéo cet article de l'ancien ambassadeur de Chine en Ukraine. Il faut savoir que ce texte a été, on va dire, disparu d'Internet, probablement parce que il y avait peut-être un point de vue un peu catastrophiste pour la Russie, et ça c'était au tout début du conflit avec l'Ukraine. Mais enfin, il faut savoir que c'est à prendre aussi avec des pincettes, parce que cet ambassadeur fait partie de cette génération qui considère que la Russie est tout autant un adversaire de la Chine que peuvent l'être les États-Unis actuellement. Alors il faut savoir que cette génération de diplomates passe à la retraite. C'est pas forcément le point de vue de la génération suivante, mais voilà, il faut garder à l'esprit que la relation Chine-Russie, qu'on nous décrit dans les médias occidentaux comme étant un axe du mal et un partenariat qui fait pour faire tomber l'Occident, c'est tout à fait erroné.
c'est très caricatural. La relation sino-russe est beaucoup plus complexe que ça. Des deux côtés, il y a une méfiance, il y a une volonté de ne pas se laisser entraîner par l'autre dans des aventures à l'étranger. Donc il faut voir cette relation avec beaucoup de précaution. Elle n'est pas aussi caricaturale. Elle est solide, mais elle n'est pas aussi. Il ne s'agit pas d'une alliance comme on essaie de nous faire croire dans les médias occidentaux. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre des pouces bleus, des cloches, des choses comme ça, pour faire monter dans les algorithmes. On n'est encore pas assez nombreux à partager ces messages. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.